partie d'ailleurs, je préfère le terme outil à test. Donc, je vais utiliser le terme outil d'évaluation. Voilà, comme il a été un peu expliqué en début de matinée, donc le décret prévoit d'une part de redéfinir un peu le public cible afin que primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants, afin qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement complémentaire pendant une période de 24 mois. Et d'autre part, d'investir des moyens supplémentaires dans des dispositifs spécifiques d'accompagnement, comme les ASPA ou à défaut comme les dispositifs d'accompagnement FLAP. Le décret prévoit, et le projet du pacte d'excellence sur le renforcement de la langue d'apprentissage prévoit également de développer des outils d'évaluation de la langue de l'enseignement. Donc, c'est un peu une première en fédération Wallonie-Bruxelles, puisque nous avons un groupe de travail s'est penché pendant plus d'un an pour créer des outils spécifiques, des outils spécifiquement créés pour l'évaluation de la langue de l'enseignement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces outils sur la circulaire 72-79, qui a été publiée hier, et qui reprend l'ensemble de ces outils, un guide de passation et les fichiers résultats. Et ce sont ces trois éléments-là que je vais vous présenter maintenant. Donc, l'objectif de ces outils, c'est d'objectiver l'octroi de périodes supplémentaires aux établissements scolaires en fonction du nombre d'élèves assignés au primo-arrivants. Donc, il s'agit donc d'évaluer de manière objective si l'élève peut comprendre les consignes scolaires, et dès lors, s'il est à même de pouvoir s'adapter de manière autonome aux apprentissages dispensés en classe. Donc ici, il est bien important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un outil qui va déterminer le niveau en français de l'élève. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil diagnostic de compétences langagières. Ce n'est pas non plus un outil d'orientation vers l'enseignement spécialisé, par exemple. C'est vraiment l'objectif exclusivement de déterminer le nombre d'élèves assimilés aux primo-arrivants qui peuvent alors à ce moment-là se retrouver, qui vont pouvoir générer des périodes complémentaires et des périodes d'ASPA. Donc, pourquoi on a mis en place ces outils? L'objectif était de pouvoir s'assurer de la non-maîtrise de la langue de l'enseignement d'un élève qui n'est plus primo-arrivant et qui a eu un parcours scolaire qui semble aléatoire. On ne sait pas très bien s'il a été bien scolarisé dans son pays d'origine ou est-ce qu'il a été scolarisé auparavant en Flandre ou autre. Est-ce qu'il a la maîtrise suffisante de la langue pour pouvoir s'adapter. Donc, l'objectif est de pouvoir, lorsque vous avez un élève qui n'est plus primo-arrivant, qui a un parcours scolaire où il a fait 6 mois dans une école, 3 mois dans une autre, voilà, de pouvoir voir si cet élève peut maîtriser suffisamment la langue. Au niveau de comme j'ai dit au début, au niveau de la conception de ces outils, donc il y a un groupe technique qui s'est réuni, qui était composé du service général de l'inspection, des conseillers au soutien et accompagnement pédagogique des réseaux d'enseignement, accompagnés par l'Université de Liège. Il était important pour nous de pouvoir que nos travaux soient suivis par l'université, notamment par le service de didactique du français langue étrangère, afin de pouvoir valider ces outils. Je vais d'ailleurs vous présenter un peu les membres du groupe de travail qui sont présents ici dans la salle. Donc, il y a Madame Sandrine Ditulio qui est conseillère pédagogique pour le CEGEC. Nous avons également Madame Laetitia Barbet qui est conseillère pédagogique pour le WBE. Et alors deux inspecteurs du service de l'inspection, Monsieur Olivier de Blamigne et Madame Marianne Le Turc. Nous avions également au sein de notre groupe de travail Mme Corinne Gava qui était conseillère pédagogique au CP11, ainsi que bien sûr l'Université de Liège qui est Mme Déborah Meunier, mais qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Ces outils d'évaluation, donc comme je l'ai dit au début, ont été élaborés sur base des compétences langagières du cadre européen de référence pour les langues, et plus particulièrement sur le niveau B1, qui constitue le seuil minimum à atteindre pour qu'un élève soit autonome dans ses apprentissages.
Nous avions évidemment travaillé sur d'autres références ont été consultées, notamment voilà, des outils internationaux de positionnement, de certification français langue étrangère, le DELF ou DALF, pour ceux qui connaissent un petit peu, ainsi que voilà, des outils d'évaluation de la langue déjà utilisés par les établissements scolaires en fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que par les autres communautés, ainsi que les outils développés en France, puisque la France a développé un certain nombre d'outils assez importants dans le cadre de leur législation, et donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe là-bas. Nous avons travaillé également sur donc la première partie, donc ça a été de juin 2018 à décembre 2018. On a travaillé sur quelles vont être les compétences qui vont être évaluées. Donc il y a 4 compétences, donc le savoir écouter, le savoir lire, le savoir écrire, le savoir parler en continu. Donc le groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises afin de déterminer exactement les compétences et le contenu des outils. Nous avons ensuite travaillé sur l'organisation d'un pré-testing de ces outils dans des établissements scolaires volontaires. Donc ça, c'est l'étape de janvier 2019 à mars 2019. Et ensuite, la troisième étape, donc de mars 2019 à juillet 2019, c'était suite à ce pré-testing, voilà, on a réalisé une analyse qualitative. Donc, on a repris toutes les observations des membres du groupe technique qui étaient présents lors des pré-testings. On a repris l'ensemble des remarques des équipes pédagogiques participantes via un questionnaire. Et on a aussi également analysé les copies des élèves. Le département, l'Université de Liège a également réalisé ce qu'on appelle une étude psychométrique afin de valider les outils au niveau de la cohérence interne. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'objectif, c'est que est-ce que les tâches proposées dans les outils évaluent-elles bien la langue, la maîtrise de la langue de l'enseignement et non pas une autre compétence? Parce qu'on pourrait effectivement évaluer, je ne sais pas, une compétence en grammaire ou en complication. Ce n'était pas l'objectif de l'outil. L'outil, c'était vraiment de maîtrise de la langue. Donc, c'était très, très important pour nous que la cohérence interne des outils puisse être validée au niveau de manière scientifique. Donc, à partir de ces 2 analyses, on a retravaillé assez profondément les outils, parce que bon, les pré-testings avaient relevé un certain nombre de choses qui devaient être retravaillées, c'était le but. Et donc, on a vraiment travaillé sur voilà, le fait qu'on s'est rendu compte que certaines tâches étaient peut-être trop faciles, donc on a retravaillé les difficultés de certaines tâches. On a travaillé aussi sur les seuils de réussite, puisque pour nous, le niveau B1 était donc le niveau minimum. Donc, on estime qu'un élève qui a un niveau B1 a le niveau minimum pour suivre les apprentissages. Et donc, l'objectif, ce n'était pas de réussir à 50% d'outils. Sinon, on est du minimum du minimum. Donc, on a retravaillé les seuils de réussite pour qu'un élève qui réussit, en tout cas, obtient la lettre A dans l'outil d'évaluation, on peut estimer qu'il a le niveau B1. Voilà. On a retravaillé sur la durée des épreuves, la précision des consignes aussi, élèves-enseignants, aussi la lisibilité des critères d'évaluation. L'ordre des compétences évaluées était aussi très, très important. Et ensuite, on a aussi évalué les difficultés logistiques que certains établissements pouvaient rencontrer. Et on a travaillé également l'encodage des résultats. D'ailleurs, pour tout ce qui concerne la méthodologie et vous avez des questions pour savoir la conception en tant que telle, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à Madame de Laura-Meunier de l'Université de Liège. D'ailleurs, je pense que j'ai mis tout en bas son adresse mail qui pourront, voilà, si vous avez des questions, voilà, d'un point de vue d'ordre comment est-ce que vous avez évalué la cohérence interne des outils ou des choses comme ça, n'hésitez pas à lui envoyer un mail à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà à ce stade des questions par rapport à la conception ou à la méthodologie, ou est-ce que je peux passer à l'étape suivante? Juste, je me posais la question, pourquoi y a-t-il de... Le micro arrive.
Pourquoi dans votre slide y a-t-il deux nombres différents d'élèves? Ceux qui ont passé le pré-test et puis ceux qui ont passé le test. Vous voyez les 146, 255, puis 53, 93. C'est le total des élèves du secondaire? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Okay. D'accord. Donc, on a pré-testé le test sur 53 élèves en 12-14 et le test 15-18 sur 93 élèves. Donc, logiquement, on arrive à 146 élèves dans le secondaire. Et j'ai mis effectivement, j'ai utilisé le slide que j'ai globalisé par rapport avec le fondamental. Ok, donc on peut passer donc un peu au. Alors, quels sont les élèves concernés? Voilà, comme je l'ai expliqué au début, voilà, ce sont des élèves allophones assimilés aux primo-arrivants. Exemple, un élève portugais qui vient d'arriver en Belgique, ou un élève syrien qui a été scolarisé en Flandre pendant plus d'1 an, ou un élève rome où on ne sait pas trop s'il a été scolarisé ou pas durant l'année, ou des élèves aussi qui parfois ont fait l'objet d'un suivi, je pense parfois aux élèves qui apparaissent parfois tout à coup dans l'enseignement sans vraiment savoir ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça que voilà, on a prévu quand même un outil pour ces élèves-là. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas l'avoir prévu pour les élèves primo-arrivants. Donc à ce niveau-là, on a décidé que le primo-arrivant disposait d'une présomption. On est parti du principe d'office, vu qu'il vient d'arriver, il ne maîtrise pas, il ne connaît pas suffisamment la langue de l'enseignement. L'objectif, voilà, comme j'ai dit, c'était d'éviter à des enfants nouvellement arrivés qui pouvaient être non alphabétisés ou très peu de la violence d'une épreuve. Donc, on est vraiment parti du principe que ces élèves primo-arrivants ne maîtrisent pas suffisamment la langue du français. Maintenant, vous allez me dire, il y a des élèves primo-arrivants qui viennent de pays comme le Congo, comme la Côte d'Ivoire, ou qui parlent très bien, qui parlent le français, et donc eux, on ne va pas faire passer le test, tandis qu'un Italien qui vient qui a fait son voyage à travers le Maroc et les voies de parcours migratoire, lui, on va lui faire passer l'outil d'évaluation. Donc ici, dans le cas présent, on est parti de nouveau du principe que tous ces élèves qui parlent bien le français, ça ne veut pas dire qu'ils le maîtrisent, puisqu'on peut très bien avoir une langue de communication, nous parler tout à fait normalement, mais au moment où on passe dans le français langue de scolarisation, ça ne va pas du tout. Donc, on a estimé également que certains élèves issus de pays socio-économiquement faibles qui parlent le français, ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent la langue de scolarisation. Donc, on est parti du principe que ces élèves-là, on pouvait avoir cette présomption de non-connaissance de la langue. Et de même, on avait aussi une volonté que l'objectif du DASPA, c'est certes en priorité l'apprentissage du français, mais c'est également l'apprentissage de la culture scolaire, c'est également l'apprentissage des matières liées à leur parcours scolaire, et que donc, certes, ils n'ont peut-être pas besoin d'un renforcement en français ou un petit renforcement en français, mais par contre, ils ont besoin d'un gros remise en niveau dans d'autres matières ou d'autres compétences, comme le calcul, les mathématiques, les sciences, et donc là, le DASPA poursuit aussi ces objectifs-là. Donc, un élève issu de Côte d'Ivoire qui parle bien le français, mais qui n'a jamais été scolarisé dans son pays ou autre, il a besoin du DASPA pour une remise à niveau dans les compétences scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment que les primo-arrivants puissent être préservés d'un outil d'évaluation. Nous avons également, ça c'est une petite remarque que je reviendrai dans l'explication des outils, on peut très bien aussi avoir des élèves assimilés aux primo-arrivants qui ne sont pas alphabétisés, qui sont très peu alphabétisés. Et donc, le groupe technique a voulu prévoir une brève stage dans la langue d'origine dans l'outil, afin de nouveau d'éviter à ces élèves-là la violence d'un outil. Donc, même pour les assimilés primo-arrivants qui sont amenés à passer l'outil, il y a une brève tâche dans la langue d'origine qui a été faite donc si l'élève ne réussit pas cette tâche, il ne passe pas, il passe pas l'outil, il est d'office C.
les fils ne maîtrisent pas la langue, et donc voilà. Donc comme ça aussi, on évite que des élèves assimilés au primo-arrivants, qui vous semblent non alphabétisés ou très peu scolarisés, ne passent pas le test aussi. Enfin, ils passent la brève tâche au début, mais voilà, ils ne sont pas soumis par la suite à l'outil. Il faudra juste indiquer C dans l'application informatique C. Alors, quand est-ce que cet outil peut être passé? Donc, effectivement, ça peut être passé toute l'année, mais plus prioritairement, soit avant le 1er octobre, soit avant le 15 janvier, qui sont donc les 2 dates de comptage qui sont prévues. Qui fait passer l'outil d'évaluation? Donc, on a prévu, donc, son équipe éducative, et plus particulièrement les enseignants de français langue étrangère, ou le cas échéant de langue moderne, puisqu'ils ont une habilité par rapport à ces outils de positionnement. Il est également très important que les outils soient lus et que les enseignants s'approprient en concertation ce type de documents, pour pas que un enseignant qui n'a jamais lu l'outil avant et qui arrive pour faire passer l'outil à un enfant, ça c'est d'office, ça va mal. L'enfant va peut-être le vivre de manière très violente. Donc, vraiment, il y a vraiment une volonté à ce que ces outils soient appropriés par les enseignants qui vont faire passer. Aussi, il faut au moins 2 membres de l'équipe éducative présente, un enseignant qui administre l'évaluation et un autre qui note les points obtenus, parce que c'est une consigne, c'est pas une obligation. Maintenant, on a remarqué dans la passation des outils que c'était plus facile quand il y en avait 2. Pourquoi? Parce que, il y en a un, parce que les enfants voient l'enseignant qui administre l'outil, l'enfant voit qu'il y a des petits 0 et des petits 1 et qu'il est en train de mettre un 0, et donc il peut le vivre aussi de manière difficile, alors qu'en soi, c'est pas une épreuve externe certificative, c'est même pour son bien même qu'il rate ce test. Je peux pas le dire comme ça, mais c'est pour lui donner du soutien en plus. Donc il ne faut pas que l'élève se sente jugé parce qu'il a. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un enseignant qui fait passer l'évaluation et un autre qui entoure les petits 0. Est-ce que vous avez des questions? Une question sur moi-même hors micro. Par rapport au test dans la langue d'origine, donc il y a un référentiel. Je vais vous montrer. D'accord. Je vais vous montrer. Et pour l'évaluation en soi, comment la personne, l'enseignant FLE, va-t-elle pouvoir, c'est une tâche à accomplir, à exercer, du type casse 3 œufs et mélange les œufs, bien c'est intellectualisé ou c'est rendu pratique? Je vais peut-être passer la parole. Ah oui, ok. Ou bien ok, d'accord, je vais l'illustrer. Ah non, sans doute. Voilà, bonjour. Donc, pour répondre à votre question, oui, pardon, comme ça va? Parfait. Donc, on a, comme Marion l'a dit, on a étalonné le niveau du test au B1, mais la spécificité ici, c'est que c'est un B1 scolaire. Donc, le FLE est la langue des interactions sociales qui permet de communiquer de manière familière avec les personnes. Le test va évaluer au-delà du FLE. Il va évaluer la compétence langagière de la langue d'enseignement, c'est-à-dire que l'enfant est confronté à des tâches scolaires. Donc, on évalue d'une part sa compétence langagière en français, mais aussi la capacité que l'enfant a à exprimer sa maîtrise des concepts. Donc, il y a par exemple un tableau à double entrée à compléter. On va retrouver les différents, pas tous évidemment, mais on va retrouver différents genres scolaires, la justification, l'explication,
un tableau à compléter, un vrai info. Donc des procédures de résolution auxquelles l'enfant va être confronté dans son intégration en classe ordinaire, si il va en classe ordinaire. Voilà. On va vous montrer des exemples. Donc, ce ne sera pas casser des œufs et voilà. Ce ne seront pas des tâches du quotidien, ce seront des tâches scolaires. En fait, la question portait sur la langue d'origine de l'élève. Donc, le pré-test, le test ça, je vais vous montrer. Savoir s'il n'est pas de problème, la réponse est intéressante. Je vais vous montrer un peu, là, j'ai un petit exemple. Ben voilà, tout de suite, on est dans le vif du sujet. Donc voilà, là, j'ai pris un exemple voilà, d'un test, d'un bête test de déchiffrage lecture en alphabet. Donc c'est dans la langue d'origine, c'est un bête, voilà. L'élève va être amené à simplement relier les éléments aux différents mots donc on va travailler la lecture et le déchiffrage. Évidemment, il y a le corrigé en français, parce que voilà, moi je ne sais pas ce que ça veut dire arbre en albanais. Donc voilà, mais ça va permettre de voir assez rapidement, tout simplement, très simplement, si l'élève sait tenir un crayon, si l'élève sait facilement reconnaître les mots avec les images. Et donc, c'est vraiment, si l'élève n'arrive pas à faire cet exercice-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Et donc, vous allez retrouver tous ces petites, c'est une feuille, tous ces outils vers les e-classes. Dans les classes, normalement, vous allez les retrouver. Donc, le nouveau e-class. Et également, j'ai mis le lien dans la circulaire. Il y a le lien, vous pouvez également, d'origine. Vous pouvez également retrouver ces outils. Et je pense qu'il y a, je ne sais plus, une trentaine de langues. Enfin, normalement, vous allez retrouver plus même. Vous allez retrouver l'ensemble des langues possibles et imaginables. Et donc voilà, rien qu'avec ce petit test, vous allez pouvoir dire, voilà, cet élève-là, s'il ne sait même pas tenir son crayon pour répondre, ou s'il relie bébé à dessin de arbre ou autre, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'alors là, à ce moment-là, donc je vais passer un petit peu à un aperçu des outils. Donc j'ai pris l'outil 12-14. Je ne sais pas si on le voit bien dans la salle. Bon voilà, ils sont disponibles normalement sur enseignement.be et classe par circulaire depuis hier. Donc c'était juste pour pouvoir vous donner une petite visuelle. Donc comme je disais, donc ce sont des outils d'évaluation qui se présentent sous format délivré adaptés aux âges de l'élève, reprenant une série de tâches à réaliser et permettant d'identifier les difficultés de maîtrise insuffisante de la langue. Donc ces outils visent vraiment, et là je rejoins ce que Mme Ditulio a dit, visent vraiment le prérequis minimum pour être capable de suivre les activités d'enseignement menées en classe. Donc je pense que Mme Ditulio a bien résumé. Donc on a travaillé sur à ce que ça réponde également à des spécificités que l'élève va retrouver dans sa classe ordinaire. Donc de nouveau, on a travaillé sur donc voilà, le savoir lire, d'abord savoir écouter, pardon. Je vais revenir en arrière. Voilà, juste aperçu des outils. Donc on a d'abord travaillé sur le savoir écouter. Donc là, vous avez à votre disponibilité une petite vidéo. Donc là aussi, vous allez retrouver le lien dans la circulaire et le lien sur enseignement.be, sur le fameux Educatube, qui est la ligne YouTube d'enseignement.be. Donc voilà, vous avez deux petites vidéos. Ici, pour le 12-14, il s'agit d'une vidéo sur, si je ne me trompe pas, c'était je ne sais plus, c'était le téléphone portable. C'était sur le téléphone portable. Et le 15-18, c'est sur Facebook. Parce qu'on essaie de... Voilà. Donc voilà, donc vous avez toutes sortes de questions où là, voilà, l'élève va voir la petite vidéo et donc va être amené à répondre aux différentes questions. Vous avez ensuite un savoir lire, donc là il y a un petit portfolio avec quelques éléments qui se trouvent en fin d'outil dans lequel l'élève va devoir un peu naviguer afin de voir un petit peu
s'il arrive à lire et à comprendre ce qu'il lit. Ensuite, vous avez la compétence écrire. Donc là, on a mis quelques photos qui pouvoir leur permettre d'écrire sur base de ces photos une petite rédaction, enfin écrire une histoire. Il faut savoir que ces photos ont été fortement travaillées parce que parfois on mettait des photos et ça n'inspirait absolument rien du tout. Quand on a pré-testé, ça n'inspirait vraiment rien aux élèves parce que bon, c'est pas parce qu'il ne sait pas exprimer quelque chose qu'il ne sait pas l'écrire. Enfin, donc on a vraiment travaillé afin que les photos puissent quand même parler aux gamins. Voilà, on espère que ça va pouvoir leur permettre de déclencher au moins 60 mots dans leur histoire. Et enfin, vous avez la compétence parler. Donc, dans la compétence parler, de nouveau, c'est sur la thématique du téléphone portable. Et donc, ils ont des arguments pour contradonner et 3 minutes pour discuter avec vous. De nouveau, comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des images qui parlent, aux jeunes. On s'est dit, bah voilà, le téléphone portable, c'est assez universel. Donc, et enfin, je vous ai mis un petit peu le portfolio voilà, de la compétence lire avec voilà, des images liées à la sécurité routière. Au niveau du guide, voilà, je propose pas, je prendrai les questions après l'explication du guide de passation parce que c'est assez bien. Donc au niveau du guide de passation, donc évidemment, classiquement, comme tout guide de passation, maintenant que vous rencontrez dans le cadre des épreuves externes certificatives, on a mis toutes sortes de consignes de passation. Donc vous allez retrouver dans ces consignes, voilà, quels sont les élèves concernés, comme je vous ai expliqué, qui fait passer l'outil. Vous avez voilà, des matériels, comment présenter cet outil aux élèves. Vous avez, on reprend la petite évaluation préliminaire, on explique un petit peu comment il faut la présenter aux enfants qui ne sont peu ou pas alphabétisés, et ainsi que la durée des épreuves, etc., et les modalités d'encodage des résultats. Et puis, vous allez retrouver évidemment tous les corrigés. Donc, on a, afin d'aider les enseignants par rapport aux corrections, on a remis tous les corrigés qui sont dans le guide de passation. Donc voilà. Alors, très important, on a évidemment développé des grilles d'évaluation pour la compétence écrire et pour la compétence parler. Donc, vous allez retrouver dans le guide de passation des exemples justement qui viennent des outils que les élèves avaient répondu pendant le pré-testing. Donc, on a des épreuves originales. Donc, d'élèves qui ont répondu. Si je prends un exemple, voilà, ça c'est un élève qui a écrit cette épreuve, et donc vous avez le corrigé avec écrire, avec voilà, niveau de maîtrise. Vous avez le texte est lisible, oui, l'illustration, etc., etc. Et vous avez également des situations avec chaque fois les commentaires pour chaque indicateur. Et on a prévu aussi des situations où là, c'est plutôt réussi, c'est plutôt raté. Donc, vous avez vraiment deux types de corrigés qui vous sont fournis afin de vous aider face à un texte, de savoir où l'élève peut se situer au point de vue de maîtrise de la langue. De nouveau, un autre exemple où vous voyez un petit peu l'objectif. Et voilà, donc l'objectif, évidemment, ce n'est pas de savoir si la conjugaison aussi, l'élève maîtrise le français grammatical, mais c'est de voir si ce qu'il a rédigé a du sens, s'il y a un enseignement logique, s'il a une maîtrise d'un vocabulaire suffisant pour la compréhension du message. Donc voilà, toutes sortes d'indicateurs qui vont vous permettre
d'évaluer la compétence écrite. On a la même chose pour parler. On a également donc développé un certain nombre d'outils d'évaluation. Il y a juste le regret par rapport à la compétence parlée, parce que ça je peux, c'est qu'on aurait voulu pouvoir enregistrer des élèves pour que vous puissiez. Donc je crois que ça sera pour la prochaine, parce que bon voilà, ces outils sont valables pour 3 ans. Ce sera peut-être pour la prochaine, pour les prochains outils qui seront développés. On aimerait bien pouvoir enregistrer des enfants qui passent la compétence parlée et ainsi pouvoir, avec la grille d'évaluation, vous donner des exemples de conversation ou autre. Donc ça sera pour la prochaine. Parce qu'il y avait plein de difficultés logistiques et tout ça pour le faire, donc on espère pouvoir régler d'ici la prochaine fois. Comme ça, vous avez également un corrigé audio. Voilà. Au niveau de l'encodage des résultats, donc ça c'est donc vous allez voir que dans chaque dans les 2 outils d'évaluation, donc il est important de pouvoir voilà, remplir la date de passation, l'année d'études, c'est important, c'est DASPA en soi, c'est pas ou alors c'est une année d'études que vous souhaitez l'inscrire, mais voilà, comme ça vous voyez, l'identifiant, ça il faut juste, pour moi l'identifiant c'est juste 1, 2, 3, 4, j'ai pas besoin d'un identifiant particulier. Pourquoi? Parce qu'après, quand je vais recevoir ces fichiers, je vais anonymiser tous les noms et prénoms et ça va servir au niveau du monitoring général du nombre d'enfants, combien d'enfants on a en communauté française qui ne maîtrisent pas le français. C'est juste, voilà. Donc, l'objectif de cette grille de fichiers de résultats, elle est double, c'est comme je vous ai dit. Vous allez retrouver dans les outils d'évaluation écouter question 1, écouter question 2, donc écho question 4.1, 4.2. Donc à chaque fois dans chaque outil une référence à la ligne. Vous remplissez 0 ou 1. Ici 1, 0 c'est raté. Et le fichier va vous calculer automatiquement le niveau obtenu. Donc vous devez juste encoder et le fichier va calculer le niveau obtenu, c'est-à-dire A ou C, et après vous pouvez l'encoder dans ciel A ou C. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place évidemment des pondérations différentes en fonction des tâches, parce qu'il y a des tâches qu'on a estimées plus importantes que d'autres, que la réussite de cette tâche-là était plus importante que la réussite de notre tâche, et donc on a essayé aussi de faciliter le travail de l'enseignant, donc il ne doit pas commencer à rentrer dans des calculs spécifiques, il faut juste qu'il encode 0 ou 1 et le niveau obtenu s'affiche automatiquement. Par rapport au donc vous avez un fichier Excel pour les 2 outils. Voilà, vous devez encoder 0 ou 1. Si un élève ne répond pas au test, si un élève ne répond pas à une des tâches, c'est 0. Voilà, ne laissez pas vide, mettez 0. Voilà. Et donc, ce que vous devez faire, c'est qu'une fois que vous avez, voilà, une fois que le fichier a calculé le niveau obtenu, vous devez donc le mettre dans ciel, comme vous l'a expliqué M. Waquin. Et une fois que vous avez mis tous vos élèves dans le fichier, une fois que, voilà, au mois de novembre, au mois de décembre, pour les élèves qui sont passés l'outil avant le 1er octobre, ou au 30 juin pour les autres élèves qui ont passé l'outil après le 15 janvier, vous l'envoyez à l'adresse d'ASPAFLA. Et comme je vous ai dit, ça servira comme monitoring. Ce sera anonymisé, ça servira de monitoring, puisque maintenant on a à l'heure actuelle des difficultés à savoir combien d'élèves sont scolarisés en communauté française et qui ne parlent pas la langue de l'enseignement. C'est une donnée qui sera très très utile par la suite pour le pilotage du système éducatif. Vous avez également, je vous ai mis également donc dans toutes les questions relatives à la passation des outils,
et aux grilles de correction. Les grilles de correction, ce n'est pas le fichier Excel que je vous ai montré, c'est les grilles de correction par compétences parlées, compétences écrites. S'il y a un indicateur que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas donc à appeler Monsieur Olivier Delavigne ou Madame Ariane Lecture. Je vais un petit peu modifier la circulaire parce que j'ai peur qu'il soit peut-être contacté la nuit. Donc, je vais mettre peut-être, enfin, c'est pas peut-être, mais je vais indiquer une heure, donc ce sera certainement de 9h à midi. Ils sont joignables entre 9h et midi, et je vais mettre aussi leur adresse mail, comme ça, si jamais vous avez une question, vous pouvez aussi leur envoyer par mail si jamais ils ne répondent pas dans la minute. Donc voilà, donc ça sera une petite, ça sera un peu modifié dans le circuit. Voilà, donc au niveau des outils d'évaluation, voilà, j'ai un peu présenté le travail. Je ne sais pas si vous avez des questions, voilà, par rapport aux outils. J'ai juste une question par rapport aux compétences particulières des enseignants. Oui, ça, on y viendra après. Tout ce qui est titre et fonction, c'est juste avant de manger. Voilà, une petite question pratique. Nous allons obtenir les copies de ces épreuves en fait passer. Ces épreuves sont, c'est de la responsabilité de l'établissement scolaire de les imprimer. Donc nous allons recevoir. Vous les recevez par format électronique. Et c'est nous qui les ouais. avons. Et on aura un budget pour. Il n'y a pas, je pense que le test n'est pas non plus lourd et voilà, ce n'est pas prévu qu'il y ait un budget qui soit dégagé pour l'impression de ces outils. Il y a des documents qu'on peut garder. Oui. Il y a des documents, par exemple, pour le parler, vous pouvez garder des photos. Voilà, tout le monde le portefeuille de documents aussi. Deux petites questions. La toute première, donc c'est bien si le test est uniquement pour les élèves assimilés primo-arrivants. Donc ce n'est pas pour tous les primo-arrivants. Ça c'est bien. Et deuxièmement, j'ai vu que j'ai parcouru un peu les outils, j'ai vu qu'ils sont en couleur, parce qu'il faut une photocopie de couleur. Ça c'est une question pratique. Pour l'écrit, oui. Voilà. Idéalement. Pardon, excusez-moi. Oui, donc idéalement en couleur. Idéalement. Oui, les documents utilisés comme le portfolio de documents, les images et tout ça peuvent être récupérés sans souci pour les œuvres suivantes. Hein. Vous devez à chaque fois réimprimer. Le guide de passation enseignant, vous ne devez pas le réimprimer chaque fois. C'est un guide qui peut être imprimé pour l'ensemble des élèves. En fait, nous sommes dans un établissement, comme il n'y en a pas tellement d'autres en communauté française, le long de la frontière française et luxembourgeoise, avec un fort quota d'élèves d'origine portugaise et capverdienne. Donc, je n'imagine pas qu'ils se retrouvent majoritairement comme assimilés d'ASPA. Et donc, la question est, est-ce que ce test pourrait être utilisé comme outil diagnostique pour vérifier à quel niveau de maîtrise ils se trouvent, tout en ne devenant pas officiellement des assimilés d'ASPA, pour aider les enseignants à notamment faire du travail d'enseignement différencié des choses ainsi. Je vais essayer de répondre. Oui, bonjour monsieur. La finalité première du test que l'on a forgé n'est pas celle-là. Donc, vraiment, la commande qui nous a été passée a été de répondre le plus scientifiquement possible à une convergence vers ce niveau B1 qu'on a fixé pour une raison que vous expliquerez tout à l'heure, comme un seuil absolument indispensable. Maintenant,
je ne cache pas que secrètement, nous espérons qu'on va s'inspirer des éléments qui sont là-dedans, parce qu'effectivement, il y a là-dedans toute une méthodologie qui, au niveau de la didactique du français à un prix comme celui-là, gagnerait à être pérennisée. Je m'explique de nouveau brièvement pour doubler ce que ma collègue a expliqué tout à l'heure. Enseigner le français à un public comme celui-là, ça fait référence au français langue étrangère, on a l'habitude de bombarder ça, cette étiquette assez facilement. Mais comme elle l'a dit, acheter du pain ou un ticket de bus ne permet pas de suivre valablement le cursus après. Et donc là, le caractère novateur réside dans la seconde branche, celle de ce qu'on a appelé le FLA, on appelle aussi le FLESCO dans la rentrée technique, le français langue de scolarisation, qui vise à s'approprier ses codes propres aux disciplines et au monde scolaire. Et donc, si on peut, via ce dispositif, véhiculer l'idée que c'est important, je pense qu'on ne pourra pas non plus perdre notre temps. Pour résumer, la réponse est oui, ça peut aider les équipes éducatives dans la manière d'appréhender ce type de public. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je peux peut-être faire juste, voilà, je voudrais juste vous faire un petit passage sur les titres et fonctions avant d'aller vous inviter à prendre un sandwich, tout en sachant que nous avons un expert en titres et fonctions qui viendra vers 13h45, 14h pour, voilà, si vous avez des questions bien spécifiques sur cette partie-là. Il y a M. Jean-Yves Boustein qui nous rejoindra après, si vous êtes encore là. Oui, il y en a un petit peu en compte. Il veut bien enseigner. Les gens en ligne ont déjà le voir. C'est Windows qui bloque l'application pour le moment. Je peux déjà un petit peu commencer. Hein. Voilà, donc dans le cadre, à qui ces périodes peuvent être octroyées. Donc, dans le cadre du décret du 7 février 2019, on a fait en sorte que ce soit la fonction enseignante vers laquelle vous pouvez octroyer ces périodes. Donc, c'est-à-dire les enseignants, les coordinateurs CEPA. Je pense que d'ailleurs, il y a une fonction coordinateur d'ASPA qui existe dans la liste des fonctions et des titres. Donc ça, voilà, tout ça, ça reste un petit peu... donc ça peut être un enseignant en DI, ça peut être un enseignant en DS, ça peut être un temporaire prioritaire, ça peut être... Parce que bon, ce sont vraiment des périodes qui sont ouvertes à la nomination aussi. Donc voilà, c'est un certain sens, ce qui n'était pas le cas... en tout cas, ce n'était pas aussi clair que précédemment. Et vous avez par contre, voilà, les périodes de coordination d'ASPA existent toujours, donc ça vous pouvez toujours. Maintenant, par conséquent, ce n'est pas possible de les attribuer à des catégories de personnel paramédical, auxiliaire d'éducation ou social, sauf évidemment en cas de pénurie d'enseignants. Si vous ne trouvez pas si vous ne trouvez pas d'enseignants pour votre DASPA, pour votre CLA, vous pouvez effectivement passer à la catégorie en question. Et les fonctions en pénurie sont listées dans un arrêté de manière annuelle.
Donc, voilà. Nous avons prévu quand même une petite astuce au niveau de l'article 35 du décret titre et fonction, c'est-à-dire que nous avons fait reconnaître un certain nombre de compétences particulières. C'est-à-dire qu'un enseignant qui dispose d'une compétence particulière en FLE, en FLESCO, est protégé, entre guillemets, enfin, est protégé, c'est pas entre guillemets, des règles, on peut déroger aux règles de priorisation au niveau du primo-recrutement ou au niveau des disponibilités de réaffectation. Donc, on va, en pratique, voilà, un pouvoir organisateur va pouvoir recruter un porteur de titre de catégorie inférieure sans devoir consulter l'application Primo-Web, sans devoir faire de PV de carence, si l'enseignant du titre inférieur a une compétence particulière. Qui est listée dans le décret. Donc, on a listé un certain nombre de compétences. De même, un membre du personnel qui est porteur d'une compétence particulière peut également, en cas de réaffectation, il ne doit pas céder son emploi. Donc, ça le protège. Donc, ça va permettre ainsi d'avoir les enseignants qui sont actuellement dans le DASPA, qui se sont formés, d'être protégés. Par ailleurs, ça permettra aussi aux directeurs qui ouvrent un DASPA de pouvoir aussi recruter des enseignants formés. Donc ça va permettre d'obtenir une certaine liberté au niveau du recrutement. Enfin, liberté, il faut qu'il y ait une compétence particulière, mais voilà, il y a un assouplissement, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez, donc pour les enseignants qui sont déjà formés dans les compétences particulières, nous avons listé toute une série de formations, d'opérateurs de formation. Donc voilà, les masters en langue, avec une orientation français langue étrangère. Vous avez des certificats en didactique du français langue étrangère. Et vous avez également la formation continue. Les enseignants qui ont suivi une formation continuée organisée par les CEPAFOC du réseau CEGEC ou autres, ou organisée par le réseau WBE, peuvent être une compétence particulière, reconnue comme compétence particulière. L'objectif également, ça c'est pour le travail pour l'année prochaine, enfin cette année scolaire-ci, pardon, c'est pour les enseignants non encore formés. Puisque l'objectif aussi des décrets, c'était non seulement de pouvoir faire reconnaître comme compétences particulières les enseignants qui étaient formés, mais également d'obliger les enseignants qui ont ce type d'élèves au sein de leur classe d'avoir une formation. Donc, à partir du 1er septembre 2020, les enseignants qui auront ces périodes-là qui devront avoir ces périodes-là, devront avoir suivi une formation ou être inscrits dans une des formations qui est proposée. Donc voilà, ça c'est l'objectif pour nous, c'est l'année scolaire prochaine, c'est de pouvoir, nous allons travailler durant toute cette année scolaire-ci pour pouvoir offrir des formations continues pour le 1er septembre 2020. De qualité, afin de pouvoir former les enseignants qui vont avoir ces enfants-là. En sachant que dans l'optique au niveau de la formation initiale et continuée, on a prévu dans la nouvelle monture de la formation initiale continuée 30 crédits pour du français langue de scolarisation, donc pour tous les enseignants. Donc tous les futurs enseignants qui auront du français langue de scolarisation dans leur cursus. De même, on a prévu également une option, là c'est pour plus le FLE, plus pour la suite, pour les élèves, pour les enseignants qui veulent plus spécifiquement s'orienter vers les DASPA, ils pourront également suivre une option FLE dans le cadre de la formation initiale. Donc, normalement, toutes ces formations, l'obligation de formation qu'on a prévue
au moment où les enseignants sortiront de la formation initiale, ils l'auront. Maintenant, rien n'empêche évidemment de continuer à se former, hein, voilà. Mais voilà, donc il y a vraiment une volonté de professionnaliser un petit peu, enfin beaucoup, les enseignants qui ont ces élèves-là dans leur classe. Parce que, voilà, on a beaucoup d'enseignants. Ces élèves sont très particuliers parce que, voilà, ils ont un parcours migratoire compliqué, ils ont une volonté d'apprendre aussi. Ne sont pas des élèves difficiles d'un point de vue Et je pense qu'il y a en Belgique un certain nombre de personnes qui ont dans le cœur de soutenir tous ces élèves-là. Et donc, on a eu énormément aussi de personnes bénévoles et d'enseignants qui ont voulu prendre, heureusement, qui ont pris en charge ces élèves-là. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir les soutenir avec des méthodes d'apprentissage, avec une méthodologie, parce que parfois, ça faisait plus de mal que de bien. Donc, l'objectif est vraiment ici de pouvoir professionnaliser la fonction de ces enseignants-là et de pouvoir, comme je l'avais dit un petit peu au début, que le décret n'est pas une fin en soi, mais que c'est vraiment le début de quelque chose. Donc, on a encore beaucoup de travail et on doit encore passer le cap au niveau plus pédagogique pour vraiment soutenir les enseignants avec des outils ou des attendus pédagogiques ou des formations et pouvoir voilà, on peut se retrouver dans des situations où des enseignants étaient un peu perdus face à ces élèves. Donc voilà. Donc si vous avez des questions vraiment spécifiques au titre et fonction, par exemple, est-ce que je peux engager tel enseignant ou est-ce que je vous demande soit d'écrire un mail à M. Jean-Yves Houstein, je pense que dans la circulaire 7232, il y a ses coordonnées, soit de l'attendre puisqu'il vient vers 13h45 si jamais vous avez des questions plus spécifiques. Et également, mes collègues, M. Vincent Linquin, André Moulirac et moi-même, nous restons aussi à votre disposition si vous avez des questions liées spécifiquement à votre établissement scolaire, de comptage ou des cas spécifiques que vous voulez soumettre à l'administration. Nous sommes aussi encore à votre disponibilité jusqu'à 14h30. Voilà. Donc, je pense qu'on peut clôturer la présentation. Il y a une question, pardon. Deux petites précisions concernant les formations IFC pour les enseignants non encore formés. À partir de quand est-ce qu'elles sont organisées? C'est le 1er septembre 2000. Elles sont déjà organisées actuellement, donc il y a déjà des formations qui sont organisées. Donc voilà, donc c'est dès à présent, je pense d'ailleurs que donc voilà, ils sont déjà organisés. L'objectif est que pour le 1er septembre 2020, on ait quelque chose, une offre vraiment spécifique pour ces publics-là, mais les enseignants qui ont suivi cette année-ci des formations organisées par l'IFC dans ces domaines-là, ou par la CFAFOC, ou par le réseau ODE, voilà, ont répondu à l'obligation. Et alors, ma deuxième question, pour tous les autres profs, comme par exemple un prof d'éducation physique, lui aussi, il y aura l'obligation de suivre cette formation, donc c'est une obligation pour le 1er septembre 2020. Si il a... Répétez la question, parce qu'on n'entend pas bien. Ok. Donc la question de Madame dans la salle, c'est de savoir si un prof d'éducation physique est obligé de suivre une formation spécifique en FLE ou en PESCO, ou en FLA, pour pouvoir donner cours à ses élèves. À partir du moment où ce prof d'éducation physique a des périodes d'ASPA ou des périodes 04, oui. Et pour le 1er septembre 2020. Pour le 1er oui, pour le 1er septembre, oui. Pas pour cette année scolaire. Non, pas pour cette année scolaire. On a une question d'une téléspectatrice, le temps que le micro arrive jusqu'à vous. En lisant la circulaire, il m'avait semblé que les enfants belges ne parlant pas le français pouvaient passer le test et être reconnus FLA et bénéficier de 0,4 période. La personne demande si elle a bien compris ou pas. Alors, c'est le cas dans l'enseignement fondamental, mais pas dans l'enseignement secondaire. Et l'objectif étant de pouvoir, pour ces élèves belges francophones vulnérables, de les capter au plus tôt possible dans l'enseignement fondamental et afin d'éviter qu'ils arrivent dans l'enseignement secondaire.
Je prends un exemple que j'ai eu assez récemment. J'ai une école de premier secondaire qui était un peu dépourvue parce qu'elle avait un élève belge d'origine, je crois que c'était colombienne, qui ne parlait pas du tout, et ça faisait 3 ans qu'elle avait été dans l'enseignement fondamental et scolarisée, elle avait passé son CEP et tout ça, mais elle est arrivée dans l'enseignement secondaire sans avoir les aptitudes pour suivre les cours. L'objectif, c'est que cette petite Belge d'origine colombienne puisse être captée au moment où elle a été inscrite dans l'enseignement fondamental. Donc, ma question concerne, c'est un peu la suite de Madame, sur les formations des enseignants. Autre que les professeurs de français, nous, on a tous nos professeurs de français ont en français FLE. Et donc, pour tous les autres cours, maths, histoire, géographie, éducation physique, citoyenneté, il faut une formation FLE. Non, c'est pas. Ils doivent suivre une formation FLE, oui ou non? Pas FLE, FLESCO, français langue de scolarisation. Ils doivent suivre, on doit leur dire, vous devez suivre une formation FLESCO pour le 1er septembre 2020. Si vous avez engagé des enseignants sur les périodes complémentaires d'ASPA et FLA, si vous avez calculé NTPP, si c'est des NTPP classiques, à ce niveau-là, cette obligation n'est pas reprise dans le décret. C'est par exemple, vous avez engagé sur les 22 périodes que vous avez pour l'encadrement du DASPA, vous avez engagé pour 12 périodes un prof de français et 12 périodes un prof de mathématiques. Oui, le prof de mathématiques devra suivre une formation. Okay. Et si les professeurs de mathématiques refusent de suivre la formation, il n'aura pas les heures d'ASPA. Ok, ça va faire une belle bombe. De nouveau, l'objectif du décret, c'est de professionnaliser les pratiques des enseignants pour ces élèves-là. Parce que ce sont des élèves qui ont besoin vraiment d'un soutien spécifique dans leur apprentissage. Et donc, la volonté était de vraiment, et alors, ça ne se fera pas en un jour, hein, donc c'est pour ça que nous travaillons, nous prenons en compte tous ces éléments-là dans les formations continues. Je pense que d'ailleurs, il y a un certain nombre d'aspects qui ont été intégrés dès cette année scolaire-ci dans les formations de la CFAFOC et de la formation dans la WDE. Donc, voilà, l'objectif est vraiment que ce soit des enseignants formés qui donnent des cours à ces élèves-là. Et ça vient de me venir à l'instant, on discutait en première partie sur les périodes d'intégration, sur l'intégration des élèves après les 10 mois. Et dans la discussion, je me suis convaincu, on dit, ah ben oui, on pourrait attribuer des périodes d'ASPA pour, par exemple, dédoubler des classes. Mais si les périodes d'ASPA sont attribuées pour dédoubler une classe classique, le professeur devrait être formé alors. À nouveau, toujours en FLESCO. À nouveau, la question se pose si savoir si ce sont des périodes d'ASPA avec lesquelles vous allez dédoubler la classe ou si c'est avec le NTPP de l'école. Hein. C'est bien si on engage avec les 11 heures ou les 0,4. Oui, c'est ça. Si on engage avec le NTPP de l'élève, non. Oui, je confirme ce que dit madame. C'est exactement ça. Donc, effectivement, on doit assimiler les périodes NTPP d'ASPA comme étant des périodes assimilées à n'importe quelle autre période NTPP. Les périodes spécifiques d'ASPA, ce sont les forfaits, donc les 11 périodes du premier et les 11 périodes supplémentaires par tranche de 12, et les périodes complémentaires 0,4. Donc, il faut bien les distinguer. Alors, j'ai une question d'une téléspectatrice, le temps que le micro arrive. Un éducateur ayant des compétences particulières peut-il être engagé, par exemple, dans la fonction de coordinateur? Je ne sais pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas spécialiste en titres et fonctions. Donc, soit cette personne écrive donc, à M. Jean-Yves Roustein, qui est dont les coordonnées sont reprises dans la circulaire. Je l'invite à envoyer cette question-là à M. Roustein. Et si cette question revient dans la salle cet après-midi, début d'après-midi, on pourrait répondre. Enfin, M. Roustein pourrait répondre. Une dernière question pour faire suite aussi. Un professeur en DASPA, absent longue durée, doit engager un intérim. Par exemple, où ça foisonne,
Est-ce que l'intérim est obligé d'avoir la formation au FLE ou je peux le mettre dedans? Alors, ça va tomber. Mais ça arrive, hein? Oui. Ça, je reviendrai vers vous. Il faut envoyer cette question-là. Cette question doit être envoyée à l'administration. On doit y réfléchir parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui a été abordé lors des discussions, des négociations. Et je pense, mais voilà, il faut que je me rappelle un peu. On le garde à l'œil parce que ça arrive. Oui, mais c'est une très bonne question. Ok. Donc voilà, on peut clôturer, en tout cas, les présentations de ce matin. Donc il y a un sandwich qui est prévu dans la salle à côté, dans l'accueil de ce matin, à l'endroit de ce matin. Et voilà, nous restons à votre disposition jusqu'à 14h30 si jamais vous avez des questions. Et comme je le redis, le répète, M. Moustet, pour les titres et fonctions, sera là également à partir de 13h45. Voilà, merci beaucoup. Une dame qui m'écrit. Super. C'est bien. Oui, tout à fait. Ah bah voilà. Donc, j'ai posé aux gens, que pensez-vous de ce format de réunion?